Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce Mon Petit Entretien avec M. Yves Gingras. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que sur vos sièges, vous allez trouver un coupon rabais de 25 pour l'achat de ce livre, le livre Lettres biologiques, un rabais à la coop. Et vous avez aussi reçu des coupons parce qu'à la fin, complètement après la période de questions, on va faire tirer 3 copies du livre dont on va parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Yves Gingras. M. Gingras est physicien de formation. Il enseigne l'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et en sociologie des sciences. Vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre à l'émission radiophonique Les Années-Lumière. Il fait des chroniques depuis plus de 20 ans. Et il est souvent venu au Cégep faire des conférences pour les étudiants. Il est aussi allé à l'École nationale d'aérotechnique. Actuellement, il travaille à la rédaction de la biographie du frère Marie-Victorin. Aujourd'hui, on est là pour parler du livre qui a été écrit en fait par le frère Marie-Victorin qui s'appelle « Lettres biologiques, recherche sur la sexualité humaine ». Et c'est M. Gingras qui en a écrit la préface. Alors, sans plus tarder, je vais poser une première question à M. Gingras. Je vais lui demander de nous présenter la place qu'occupe le frère Marie-Victorin dans l'histoire des sciences du Québec. Bon, le frère Marie-Victorin, bien sûr, est surtout connu comme, évidemment, le fondateur du jardin botanique. D'ailleurs, quand on entre dans le jardin botanique, si on regarde un peu à droite, on voit sa sculpture en plein pied qui a été inaugurée en 1954, donc 10 ans après son décès, par le cardinal Léger et le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis. Donc, ça vous montre que Marie-Victorin, c'est une grande figure du Québec. Mais ce que j'ai essayé de faire depuis les années 90, en éditant d'abord, par exemple, Sciences, Culture et Nation, qui est le recueil de textes que Marie-Victorin a publié dans Le Devoir entre 1917 et 1944, parce qu'il est décédé des suites d'un accident d'auto le 15 juillet 1944. C'est de montrer que Marie-Victorin, ce n'est pas seulement le fondateur du jardin botanique en 1929, c'est pas seulement celui qui a écrit avec son équipe La Flore laurentienne, qui est le grand livre, donc, qui était sa 4e édition par les botanistes du Québec, mais c'est aussi l'intellectuel le plus important du Québec de l'entre-deux-guerres. Jusque-là, on disait toujours l'intellectuel le plus important du Québec. D'ailleurs, il y a une biographie qui vient de paraître, c'est Lionel Groulx. On dit l'intellectuel le plus important du Québec. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il est aussi et même plus important que Lionel Groulx parce que sa vision était équivalente, mais tournée vers le futur et le développement économique. Lionel Groulx a fait un grand livre qui s'appelait « Notre maître le passé ». Marie-Victorin écrivait à sa sœur en 1930 « Il faut se méfier du passé ». Marie-Victorin disait, le développement du Québec, c'est vers l'avenir, c'est par la science, c'est par le développement économique qui, lui, dépend de la science. L'agriculture a besoin de science, l'agriculture a besoin pour se développer et pour que le Québec se développe. Donc, c'est un très grand intellectuel qui était bien sûr professeur de botanique, mais qui a fait beaucoup plus. Donc, ce n'est pas juste un savant, c'est un intellectuel. La différence entre les deux, c'est que le savant fait ses travaux, il publie dans les revues, il reste à l'université, il forme des étudiants. L'intellectuel intervient sur la place publique. Or, Marie-Victorin, comme je le montre dans ce livre-là, l'a fait constamment par des textes très, très courageux et très d'avant-garde. Il ne s'est pas gêné pour critiquer le clergé de l'époque en disant « On ne peut pas construire un mur de Chine autour de la province de Québec. » Il dit « Il va falloir changer ou disparaître. » Il écrit ça texto dans Le Devoir. Et comme il était très proche des artisans du Devoir, tous les textes de Marie-Victorin sont toujours parus en bonne place dans Le Devoir. Donc, ce que je mets de l'avant, c'est ce que j'appelle le Marie-Victorin intellectuel, qui est un homme de combat et qui, d'ailleurs, écrit à sa sœur, encore une fois, « Je me bats, donc je suis ». C'est quelqu'un qui est conscient de se battre, qui a une vision darwinienne de la société et de l'univers. Il parle toujours de guerre, de combat. C'est sa vision du monde. Et je pense que c'est important dans l'histoire du Québec de ne pas limiter les intellectuels à ceux qui faisaient de la politique ou qui défendaient la nation d'un certain point de vue. Et on a oublié qu'il y avait beaucoup de scientifiques dans l'entre-deux-guerres qui ont joué aussi un rôle d'intellectuel très important. Maintenant, votre volume
lettres biologiques. Parlez-nous du titre et comment ces lettres, on parle de lettres biologiques, comment les avez-vous découvertes et pourquoi sont-elles importantes aujourd'hui? OK. Bon, lettres biologiques, donc le titre du livre et le sous-titre, bien sûr, c'est moi qui l'ai choisi. Marie-Victorin a échangé des lettres avec Marcel Gauvreau, mais c'est des lettres confidentielles. Il n'y avait pas idée de faire un livre avec ça, bien sûr. À cette époque-là, on reviendra sur les raisons qui rendent impossible le discours que Marie-Victorin tient dans ses lettres. Mais dans sa correspondance, le code, si on peut dire, de leurs échanges, c'est il va écrire à Marcel Gauvreau en disant « Ah oui, je vous prépare une lettre biologique. » Ou dans une autre lettre, il va dire « Ah oui, je travaille à une longue lettre. » Donc, il y avait deux mots-clés, longue lettre et lettre biologique. Ensuite, je me suis dit, si je mets juste lettre biologique, comme Marie-Victorin est un botaniste, on va penser que ça parle de plantes. Donc, on ne comprendra pas le livre. Donc, j'ai dit, au fond, qu'est-ce qu'il fait dans ça, Marie-Victorin? Il fait des recherches sur la sexualité humaine. C'est ça, le contenu de ces lettres-là. Donc, ce n'est pas une correspondance amoureuse, c'est une correspondance, comme il l'a dit lui-même, largement biologique, faut-il le rappeler. Il dit même dans une de ses lettres, rappelons que ces lettres-là, c'est des lettres biologiques. Bien sûr, comme c'est sa secrétaire, il y a d'autres lettres qui sont la correspondance ordinaire. Il dit, bon, je suis à Vancouver, il lui envoie une carte postale. Ça, je n'ai pas repris ça. C'est l'univers parallèle de leurs échanges qui est sur de la réflexion sur la place de la sexualité dans le couple et la psychophysiologie de la sexualité. Ça, c'est pour le titre. Pour les origines. Le premier qui a découvert l'existence et qui a annoncé l'existence de ces lettres-là, c'est Luc Chartrand, qui est un journaliste, qui a fait un article dans l'actualité du mois de mars 1990 ou avril 1990, si ma mémoire est bonne, et il avait intitulé ça « Les amours secrètes de Marie-Victorin ». Or, bien sûr, quand on lit les lettres biologiques, ce n'est pas des lettres d'amour, c'est des lettres très techniques qui parlent de sexualité. Mais quand on les lit tous. Et comme il est journaliste, il avait réussi, par on ne sait pas trop quelle source, ils ont toujours des petites enveloppes brunes, les journalistes, lorsque les gens veulent des sources. Et donc, tout est-il qu'il avait eu accès à des photos de certains extraits de lettres, donc, qui lui avaient servi à faire son texte. Ensuite, ces lettres-là ont été déposées dans les archives de l'UQAM. Pourquoi les archives de l'UQAM? Parce qu'il faut savoir que le fonds d'archives de l'UQAM est le plus riche en termes de fonds scientifiques. C'est à l'UQAM qu'on a le fonds de l'ACFAS, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, qui a été créé d'ailleurs en 1923 par Marie-Victorin, qui était le porte-parole de la communauté scientifique. Et tout ce qui se fait en sciences entre les deux guerres, il y a toujours la patte de Marie-Victorin et son équipe. Et donc, il y avait les archives de l'ACFAS, il y avait aussi les archives des cercles des jeunes naturalistes qui a été créé au début des années 30 par le frère Adrien, mais encore une fois a été repris par l'équipe de Marie-Victorin pour en faire une machine énorme, parce que Marie-Victorin, c'est un stratège, c'est un organisateur. Et donc, il y avait aussi le fonds Marcel Gauvreau, parce que Marcel Gauvreau, on y reviendra peut-être, a créé l'école de l'éveil, qui est une maternelle scientifique, si on peut dire, pour initier les jeunes de 4 à 10 ans à la nature, de comprendre comment les arbres poussent, comment des plantes poussent, découvrir au fond une forme d'initiation à la science via la nature. Donc, il était normal pour la succession de Marcel Gauvreau, qui est décédé en décembre 1968, de déposer ces archives-là à l'UQAM. Mais étant donné la nature que certains trouvaient que c'était une bombe, parce que Marie-Victorin, il faut savoir que dans les années 30, c'est le plus grand savant du Québec. Et donc, cette correspondance est vue comme un peu scandaleuse. Je pense qu'elle ne l'est pas du tout. Il suffit de lire pour savoir qu'il n'y a rien de scandaleux pour nous dans ça. Et donc, il a fait un embargo. De sorte que de 90 à peu près, disons, 2005-2010, les lettres n'étaient pas accessibles. C'est ce qui fait qu'on savait par l'article de Luc qu'il y avait cette correspondance-là, mais on en ignorait le contenu. L'embargo étant terminé, parce que comme Marie-Victorin est mort en 1944, les lettres de Marie-Victorin sont aujourd'hui dans le domaine public. Or, comme moi j'avais fait déjà en 1996 Sciences, Culture et Nation, que j'ai publié quand même un très grand nombre de textes sur la pensée du frère Marie-Victorin, j'ai pensé utile
surtout pour ne pas qu'il y ait des rumeurs un peu partout, où on va dans les archives, on prend une phrase cabreuse, on dit « Regardez, le frère Marie-Victorin », surtout dans le contexte actuel. Hein, on y reviendra peut-être, mais moi, j'ai une vision assez précise sur ça. Je pense qu'on vit dans un contexte d'une forme d'hystérie collective, où on bouge rapidement et on réfléchit peu. On l'a vu avec le scandale autour de l'affaire du cinéaste québécois, dont j'oublie le nom. Jutras. Claude Jutras, où en moins de 24 heures, on a enlevé son nom de partout dans la province du Québec, en 24 heures. Or, normalement, on doit regarder les choses, prendre le temps d'analyser les circonstances et ensuite décider, oui ou non, d'enlever les choses. Donc, il faut réfléchir. Donc, je ne voulais pas qu'il se fasse la même chose que 3 ou 4 lettres tirées de leur contexte. Donc, j'ai contacté les frères des écoles chrétiennes qui étaient conscients que moi, je ferais un travail savant, un travail rigoureux de mise en contexte et qu'il fallait publier l'intégralité des lettres pour justement qu'il n'y ait pas des usages stupides, pour être clair, de ces lettres-là. Et donc, ils ont compris. En plus, c'est dans le domaine public, donc il aimait mieux peut-être que ça soit fait par quelqu'un qui pense, moi, je suis un historien, mon but, c'est pas de faire du voyeurisme et du jaunisme, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du Québec dans les années 30 et 40, tant sur le plan de l'histoire de la sexualité que l'histoire de la chasteté. Parce qu'on apprend aussi, je pense, dans cette correspondance-là, et c'est ce qui fait son importance, c'est une correspondance absolument unique par sa richesse, par sa profondeur. Et la comparaison, c'est qu'un autre grand jésuite connu, lui, mondialement, c'est Teilhard de Chardin, qui a eu une correspondance amoureuse avec Lucille Swann, qui est une Américaine. Et quand on lit cette correspondance entre Teilhard de Chardin et Lucille Swann, on voit, comme Teilhard de Chardin, c'est plutôt un mystique qui ne s'intéresse pas vraiment à la sexualité. Donc, c'est une correspondance qui est assez pauvre sur le plan de la pensée, sur les relations homme-femme, alors que celle de Marie-Victorin est beaucoup plus riche. Finalement, c'est aussi très bien écrit. C'est un écrivain, Marie-Victorin. Il faut rappeler qu'il a publié d'abord les Croquis Laurentiens en 1919, qui sont des petites nouvelles qui nous décrivent la vie dans les campagnes, ce qui se passe au Mont-Belleuil. Et ensuite, il a publié les récits laurentiens. Donc, il y a des travaux de littérature chez Marie-Victorin. Et ces lettres, qui ont 15 ou 20 pages, rappelons-le, c'est des lettres qu'il écrit pendant souvent plusieurs semaines et dont le style est léché. Donc, c'est vraiment un document unique. Ces lettres sont toutes adressées à Marcel Gauvreau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette femme? Oui. Marcel Gauvreau, au fond, c'est une jeune fille d'une famille assez riche. D'ailleurs, Joseph Gauvreau, qui était médecin à Rimouski, sa maison, qui est une très belle demeure, est d'ailleurs monument national. Elle est préservée. On peut aller donc voir. C'est une très, très belle maison. Et donc, à partir de 1925, le docteur Gauvreau est en correspondance aussi avec le frère Marie-Victorin. Et donc, il connaît un peu Marcel Gauvreau, qui est né en 1907. Donc, en 1930, elle a 23 ans. Donc, en 1900... c'est ça, hein? Ouais, elle a 23 ans. Donc, lorsqu'il commence à la connaître, c'est lié à 1930. Parce qu'en 1930, il y a le concours de botanique du devoir qui est encore là lancé par Marie-Victorin avec le devoir pour stimuler l'intérêt pour la botanique. Et le père de Marcel dit, elle est inscrite en philosophie à l'Université de Montréal, il dit, bon, mais la botanique t'intéresse, tu devrais préparer un herbier et le soumettre au concours. Donc, elle soumet son herbier au concours. Elle gagne un prix hors série parce qu'au fond, le concours est fait pour des jeunes de 10 à 15 ans et non pas pour des femmes d'une vingtaine d'années ou des hommes d'une vingtaine d'années. Mais elle gagne quand même un prix. Et donc, ça la convainc de transférer de la faculté de philosophie à la faculté des sciences pour étudier la botanique. Donc, elle va faire sa licence en botanique. Elle va faire aussi sa maîtrise sur les algues du Québec. Et donc, elle devient, dans l'entourage du frère Marie-Victorin, qui l'embauche dès 1931-1932 comme assistante et secrétaire et lui dit, tu vas gérer aussi la bibliothèque. Donc, elle va faire sa maîtrise en bibliothéconomie
à McGill, parce que l'école de bibliothéconomie de l'Université de Montréal n'était pas encore ouverte. En 1932, il y a une seule école de bibliothéconomie, c'est à McGill. Et donc, elle s'en va étudier à McGill et elle demeure donc comme employée en charge de la bibliothèque du jardin botanique. Et lorsque le jardin botanique va être construit à partir de 1937, elle va transférer au jardin botanique et non pas à l'Université de Montréal. Donc, il y a l'Institut botanique et le département, au fond, de botanique, qui est à l'Université de Montréal, va transférer à partir de 37-39 au jardin lui-même. Donc, le département, il n'est pas à l'université, il est au jardin botanique. Donc, ça devient son assistante. Et elle est célibataire. Elle a aussi une santé très fragile parce qu'elle a eu la polio et la tuberculose. Et Marie-Victorin a lui-même une santé très fragile parce qu'il a eu à partir de 1903 la tuberculose. Et aussi, sa santé était très fragile lorsqu'il est noviciat chez les frères des écoles chrétiennes ici à Laval-des-Rapides. Il saigne souvent, il crache du sang, donc il pense qu'il va mourir jeune. Et donc, l'obsession de Marie-Victorin toute sa vie, c'est qu'il faut qu'il se dépêche à faire des choses parce qu'il va mourir l'année prochaine. Et ça, dans ses lettres, ça ressort souvent, il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Même en 1904, il dit, bon, je pense que je vais mourir l'année prochaine parce que là, je saigne, mes poumons ne sont pas bons. Et c'est pour ça qu'il se dédie à la botanique. Marcel Gauvreau a une santé fragile aussi, donc ça les rapproche. Et elle, qui est célibataire, est un peu malheureuse parce qu'elle voulait devenir sœur. Et les sœurs disaient, non, tu n'as pas la santé, parce que quand même, pour vivre chez les sœurs, on devient enseignante souvent, et c'est un métier difficile, et donc ça prend une très bonne santé. Et là, elle se confie à Marie-Victorin, probablement pour savoir qu'est-ce qu'elle devrait faire. Et Marie-Victorin lui dit tout de suite, écoutez, vous n'avez pas besoin de devenir sœur, vous pouvez faire un apostolat laïque. Et donc, vous aurez beaucoup d'enfants, même si vous êtes célibataire, parce que vous allez créer une école et vous allez enseigner la science aux jeunes. C'est l'école de l'éveil qui est lancée en 1935. Et donc, elle suit les conseils, parce que le frère Marie-Victorin, comme c'est un frère des écoles chrétiennes, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, qui lui-même a une personnalité très forte, très charismatique, et qui lui conseille. C'est quelqu'un qui donne des conseils, dit, toi, il y a une lettre qui est dans ça, qui est très belle, il dit, dès 1933, je vois votre carrière toute faite, voici ce que vous allez faire. Bang, bang, bang. Il dit. Puis elle, à partir de 33-35, elle devient en amour absolu envers Marie-Victorin. C'est le Dieu Marie-Victorin. Marie-Victorin est conscient, il dit, oui, je comprends votre sentiment envers moi. Il dit quand même, il faut contrôler un peu vos ardeurs, parce que si je pars, puis vous êtes là, vous venez tout rouge, et tout le monde s'aperçoit que là, vous êtes en train de... Que vous êtes en amour avec moi. Il ne dit pas comme ça, mais c'est ce qui fait comprendre. Donc, il se rapproche. Et comme ils se rapprochent, ils s'échangent de plus en plus des pensées privées. Et à partir de 36, 37, Marie-Victorin va dire, OK, on se connaît très bien, on est très proches un de l'autre, on peut se dire les vérités. Et moi, je réfléchis, je lis beaucoup sur la sexualité humaine, mais je lis dans les livres. Or, je ne connais rien de la sexualité de la femme. Vous allez donc m'initier à ça, vous allez m'expliquer. Je vais vous donner des livres. Vous allez lire des livres de sexe et vous allez me dire qu'est-ce que ça vous fait physiquement. Donc, vous allez me décrire ça. Vous allez observer attentivement votre cycle menstruel, quand il commence, comment ça change votre psychologie, comment change votre comportement dans votre cycle menstruel. Vous allez me décrire cela, si vous acceptez. Et elle accepte aussi. Elle dit oui, c'est très bien. Et donc, il y a cette correspondance secrète. Et il dit, bien sûr, personne ne peut comprendre ce dialogue qu'on a entre nous. Et donc, je vous fais une confiance absolue. Et effectivement, il fait une confiance absolue parce qu'imaginez qu'en 38 ou 39, Marcel Gauvreau dit, voici des lettres. Marie-Victorin, qui est le plus grand savant du Québec, va être exilé en Chine, c'est clair. Hein? Ça va être un scandale. Et donc, il faut que sa confiance soit très, très grande et que son amour aussi, qu'il lui croit. Parce qu'il est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'on voit au début une relation d'amitié qui se rapproche et plus ils échangent, plus l'amour devient symétrique. Marie-Victorin est clairement en amour avec elle. Ça se voit surtout à partir de fin des années 30 et surtout dans les lettres des années 40. Donc, on voit le processus de changement dans leurs échanges. Donc, j'entends que
déjà, vous avez commencé à parler du contenu, du volume. Alors, on parle ici de description anatomique et physiologique. Est-ce que vous pourriez compléter en faisant un parallèle avec le travail du biologiste Alfred Kinsey? Oui, vous savez, vers 2010, ou j'oublie l'année, il y a un film qui s'appelle Dr. Kinsey, Parlons de sexe, que je suis allé voir. Et ce qui m'a frappé, parce que je connaissais le rapport Kinsey, qui est paru en 1948, il y a 2 tomes, 1948 sur la sexualité des femmes et 1951 la sexualité des hommes, ou l'inverse, peu importe, là, il y a 2 tomes. Et donc, je suis allé voir le film, et là, j'ai découvert la biographie de Kinsey. Et quand j'ai vu la biographie de Kinsey, comme sociologue, j'ai dit, OK, mais les lunettes de Kinsey, la vision du monde de Kinsey est liée à sa trajectoire. Et Kinsey a fait une thèse sur le comportement des abeilles. Donc, j'ai dit, OK, Kinsey, c'est l'équivalent de Marie-Victorin. Marie-Victorin, c'est un botaniste. Il a appris donc à décrire les choses. Et il a un œil très descriptif, et donc il peut décrire le comportement des gens aussi, pas uniquement des plantes. Kinsey, c'est pareil. Et ce qui est arrivé, c'est comme il était prof d'université aux États-Unis, contrairement à Marie-Victorin, c'est un civil, donc il a une liberté beaucoup plus grande, il s'est aperçu que les jeunes de 18-19 ans qui allaient le voir à son bureau, ils disaient « Ah, vous savez, M. Kinsey, je me marie dans quelques semaines, mais au fond, j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ma femme, je fais quoi, comment je fais ça. » Là, Kinsey est découragé, il dit à sa femme « Mais c'est scandaleux. Les jeunes se marient, ils n'ont aucune connaissance de leur sexualité, ça n'a aucun sens. Donc, il dit « J'abandonne les guêpes. » Il dit « De toute façon, ma thèse est faite, c'est fini, et je me consacre à la sexualité humaine. » Mais avec le regard du savant, et non pas le regard du moraliste. Jusque-là, et c'est vrai partout dans le monde, c'est pour ça que le cas de Kinsey est important. Il ne faut pas penser que c'est juste au Québec dans les années 30 qu'on ignore le sexe. C'est partout dans le monde. La révolution sexuelle, là, c'est les années 60 avec la pilule. Déjà dans les années 30, il y a des formes qui appellent la méthode Ogino-Knaus, sur laquelle on reviendra, qui se développe en 1933-1935 et qui intéresse beaucoup Marie-Victorin. Donc, Kinsey se dit, on va étudier scientifiquement la sexualité humaine. Donc, les méthodes de la science appliquées à la sexualité. Jusque-là, c'est des curés, c'est des prêtres qui ne connaissent pas beaucoup ça, hein, parce qu'ils ne sont pas mariés normalement, qui faisaient la morale sexuelle. Et c'est des médecins aussi, qui avaient bien absorbé eux-mêmes la morale dominante et qui donnaient des cours, au fond, de morale. Avec l'œil de Kinsey et avec l'œil de Marie-Victorin, c'est un œil de savant qui dit comment ça marche cette affaire-là. OK? Et donc, c'est très froid, c'est très technique. Et donc, c'est le parallèle entre les deux, parce que la période est la même, mais d'ailleurs, les livres de Kinsey qui font scandale à l'époque paraissent en 1948. Fait imaginez si la description que Marie-Victorin a faite, si ce livre-là est apparu en 1939 ou même en 1942, ça aurait été absolument un scandale indescriptible. Donc, mais les deux ont une trajectoire semblable, c'est-à-dire d'amener un regard non pas moraliste sur la science, mais comment ça fonctionne. OK? Et là, évidemment, on ne peut pas lire tout, mais ce qui donne le ton, et c'est ce que j'ai mis en exergue du livre, en tête de l'introduction, il y a une lettre de Marie-Victorin qui dit « Rien de ce qui est humain n'est interdit à la curiosité scientifique. » Et cette phrase-là est importante parce qu'il dit « Moi, je m'intéresse à la sexualité humaine. » Et il dit « Je vous ai déjà écrit que je n'aurais aucun remords et aucun problème à assister, si les circonstances s'y prêtaient, à un coït, donc à une relation sexuelle homme-femme, je serais prêt à observer ça de façon scientifique, sans qu'il y ait de dégradation. » Donc, c'est sa vision très, très technique et de beaucoup de lettres. Et il s'intéresse aussi au nom des plantes. Par exemple, il y a des plantes Vulvus XY. Il dit pourquoi la plante s'appelle comme ça. Regardez le dessin de la plante. C'est les mêmes formes que la vulve. Et donc, le savant du 18e siècle qui a nommé ça comme ça, l'a nommé parce qu'il pensait à la vulve. Donc, il y a de la sexualité, non seulement chez les plantes, mais dans les noms des plantes. Donc, il s'intéresse à la linguistique de la sexualité, à la physique de la sexualité et à la psychologie de la sexualité. Donc, c'est très, très riche. En effet, il utilise beaucoup le vocabulaire. Hein, quand on voit des compilations du nombre de fois que le mot orgasme est présenté, c'est 100 fois dans
dans les lettres. Comment ce livre a-t-il été reçu par les frères des écoles chrétiennes et l'Église en général? Parce que moi, j'ai étudié avec les frères des écoles chrétiennes dans les années 70, fin des années 70, donc je me pose la question. Bon, comme je vous l'ai dit un peu tantôt, j'ai contacté le supérieur des frères, qui est le frère Gaudreau, qui est un homme charmant, fin cinquantaine, je crois, mais je ne suis pas très bon pour donner l'âge. Bon. Et il me dit, effectivement, il y a des gens plus conservateurs chez les frères, parce que les frères, c'est un ordre où il y a une certaine égalitarisme. Avec lui, il est supérieur, mais il y a un comité. OK? Fait qu'il dit, je vais en parler avec mon comité. Il y a des gens qui comprennent la situation, puis ils disent, on vous fait confiance. Bon, M. Gingras, on sait que vous avez fait des travaux importants sur Marie-Victorin. Et lui, il a tout lu avant que je le publie. Puis j'ai dit, je vous demande votre avis, pas votre permission. Je demande votre avis. Il avait compris la différence parce que c'est public. J'ai le droit de faire ce que je veux, mais quand même, ça aurait été pas très gentil ni éthique de ne pas leur en parler. Fait qu'il a compris que ça confirmait la vision que ces gens-là avaient de Marie-Victorin, qui est un homme très en avant sur son temps. Dès les années 30, hein, il y a une phrase qu'on pense qui vient de Pierre Vallière de 1968, « Les nègres blancs d'Amérique ». Quand on pense aux nègres blancs, on pense à Vallière, les nègres blancs d'Amérique. Or, en 1932, c'est Marie-Victorin, dès 1932, qui parle de nègres blancs. Hein, il dit, le Canadien français, là, on n'est pas des nègres blancs et on va choisir nos priorités et nos maîtres. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, il n'était pas trop surpris et ils m'ont fait confiance sur cette publication-là. L'Église a bien réagi parce qu'à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait sur le web une émission de télé qui est faite par l'archevêché, dont j'oublie le nom, mais qui parle. Et ils m'ont invité pour parler du livre. Et ensuite, ils ont demandé à une jeune femme qui travaille dans le domaine religieux, mais qui est laïque, de commenter. Et elle disait qu'effectivement, bon, elle était un peu surprise. Bon, à mon avis, elle était un peu puritaine, à mon humble avis, là, mais bon, il n'y a pas eu de scandale. Parce que je pense que la façon dont ça a été présenté, la mise en contexte, on est dans les années 30, qu'il ne faut pas d'anachronisme, ça c'est très important. Et comme historien, j'ai mis ça beaucoup de l'avant. Là, je peux vous conter une petite anecdote. Dans beaucoup d'entrevues à la radio, c'est arrivé au moins 2-3 fois où les journalistes disaient, par exemple, « Ah oui, dans ses lettres, Marie-Victorin utilise un langage cru. » J'ai dit, « Pourquoi vous dites cru? » C'est pas un langage cru, c'est un langage précis. Puis je disais, comme je vais répéter là, je disais, une pomme, c'est une pomme, un vagin est un vagin. Ça s'appelle comment? Hein? C'est pas cru, c'est le nom scientifique. Cru, ça pourrait être, s'il avait dit des mots qui sont plutôt de l'argot, on aurait pu dire, s'il dit plotte. C'est pas très gentil de dire ça, OK? Mais c'est pas ça qui est écrit là-dedans. Je dis pas un langage cru, c'est un langage scientifique. Un clitoris, ça s'appelle un clitoris. Pourquoi vous êtes surpris en 2018 qui utilise le mot clitoris en 2000. Donc, paradoxalement, ça montre que même aujourd'hui, en 2018, parler de sexe, c'est déjà problématique parce que 2-3, on dit « Ah, il y a un langage cru ». Ça veut dire que même à la radio, on n'ose pas utiliser les mots qui nomment les choses. Un clitoris, c'est un clitoris. Un vagin, des grandes lèvres, des petites lèvres. C'est des mots rigoureux. Ils ne sont pas crus, ils sont rigoureux. Donc, je leur répondais. Donc, je prends les devants pour cette question-là. Pour certains, la religion, telle qu'elle est encore aujourd'hui d'ailleurs, crée parfois des monstres. Je fais référence ici à certains pédophiles qui ont été cités justement la semaine dernière. Je fais référence aussi à une citation ici à la page 105 de votre volume. C'est Marie-Victorin lui-même à la fin de la page 105. C'est Marie-Victorin lui-même qui dit « C'est le grand handicap des couvents et monastères entièrement cloîtrés. Il s'y développe des maladies mentales, des déséquilibres qui n'ont pas d'autre cause. Pour moi, moi, pour un, je sais que le milieu mixte où je vis depuis 15 ans a beaucoup aidé à ma santé chancelante, etc. Okay? Espérez-vous, je pense que j'émets un de mes souhaits. Bref, espérez-vous que votre volume soit, étant donné qu'il cite un des membres du clergé, puisse faire en sorte que le clergé finisse par abolir le vœu de chasteté
qui fonctionne toujours aujourd'hui. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que je le disais dans le devoir de ce matin, que le pape vient d'annoncer qu'en février-mars, il va réunir tout le conclave pour parler du mariage. Or, Marie-Victorin, j'en parle dans l'intro, en 1931, en 1929, il fait le tour du monde et il rencontre un autre grand savant qui est j'oublie son nom, qui est un des découvreurs des grottes de L'abbé Breuil. Lascaux, l'abbé Breuil. Donc, et il dit, j'ai discuté avec l'abbé Breuil et j'ai parlé du mariage. Puis l'abbé Breuil a dit, ça va arriver, parce que puis Marie-Victorin est d'accord, il dit, bon, dans certains pays, ou pour certaines personnes où la chasteté est trop difficile, il va falloir permettre le mariage. Et donc, ça montre que la pensée de Marie-Victorin n'est pas uniquement d'un intérêt historique, est un intérêt actuel, parce que la question du mariage des prêtres, que Marie-Victorin disait, ça va arriver, c'est pas encore arrivé. Mais là, le pape se réveille parce qu'il y a tellement de scandales que... Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est dans sa vision sur cette phrase-là, que je cite souvent aussi, c'est qu'il y a une vision assez particulière des humains. Pour lui, les relations hommes-femmes, on est un paquet d'hormones. Et donc, la santé psychologique dépend de nos hormones. Il dit, si les femmes dans les cloîtrés deviennent folles, c'est parce qu'elles ne vivent pas dans un milieu mixte. Il dit, moi, ma santé psychologique, ma santé hormonale est meilleure depuis que je suis prof à l'université. Avant, il était prof d'école primaire, secondaire à Longueuil. Hein, il était prof au collège de Longueuil de 1904 à 1920, Marie-Victorin. Il s'occupait donc de garçons de 10 à 16 ans, pour lesquels il leur donnait d'ailleurs une certaine éducation sexuelle plus avancée. D'ailleurs, dans son journal, il dit « J'ai des audaces que mes supérieurs n'approuveraient probablement pas. » Donc, il est toujours très à l'avant-garde en disant « Ça n'a aucun bon sens. Les jeunes pensent que s'ils se masturbent, ils vont devenir fous ou vont avoir des boutons. » Il dit « C'est complètement absurde. » La sexualité, c'est normal. Puis lorsqu'il y a des éjaculations, c'est parce que ça fait partie de la vie. Donc, il y avait vraiment cette vision-là. Et donc, le fait qu'on débatte aujourd'hui ces questions-là rappelle que sa vision était très, très en avance. Il y a un autre bout qui est génial. Je ne sais pas si vous l'avez noté comme citation, quand il dit, en 1940, c'est ma mémoire bonne, il dit « Bientôt, il y aura des hormones synthétiques. » Et donc, la théologie, on ne sait pas ce qu'ils vont penser, mais l'Église devra s'adapter. Puis, Dieu, heureusement, ça va donner du répit aux femmes. Parce qu'effectivement, avant qu'il y ait des techniques de contraception, ben, les femmes avaient en gros un enfant par année, parce qu'il n'y avait pas de moyens de contraception. Okay? Et donc, d'où le fait qu'ils s'intéressent au milieu des années 30 à la méthode qu'on appelle du calendrier, la méthode donc naturelle qui appelle Ogino-Knaus, c'est qu'on a découvert qu'au fond, ça montre qu'on s'intéresse aussi au corps sur le plan biologique de façon récente. Dans le cycle menstruel, la méthode trouve qu'il y a quelques jours de répit, mais qui sont naturels. Donc, pour l'Église, c'est pas un péché parce que c'est pas artificiel. Le condom, que le pape dénonce encore, et donc qui aide le pape contribue encore, il faut le dire, hein, à la propagation du sida. Hein, parce qu'il faut arrêter de jouer ces mots. Si on dit qu'il ne faut pas prendre de condom, ça veut dire qu'on va propager des maladies sexuelles. C'est ça que ça veut dire. Il faut être conséquent dans ce qu'on dit. Et donc, lui est très conscient de ça. Il dit, heureusement, ça va donner un répit. Il dit, l'Église est stupide de théoriser sur est-ce qu'on doit encourager ou non la méthode Ogino-Knaus, etc. Donc, il est très conscient de ces problèmes et sa vision hormonale. Fait qu'il dit, vous, Marcel Gauvreau, bien que célibataire, vous savez que vivre dans un milieu d'hommes au jardin botanique, rencontrer des hommes, c'est bon pour votre santé mentale, psychologique et hormonale. Donc, c'est une vision assez biologique de l'humain. Moi, ce que j'ai trouvé en lisant le livre, c'est que Marie-Victorin, sa position sur la sexualité se démarque beaucoup de celle de la religion. Parce que, oui, il veut investiguer c'est quoi la sexualité, c'est un intérêt scientifique et personnel probablement, mais pour lui, la sexualité, c'est quelque chose de normal. Donc, on peut avoir envie d'avoir des relations sexuelles. On ne fait pas seulement l'amour pour avoir des enfants. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui ressortait beaucoup de ce livre. Et ce qui est intéressant, et ça montre le côté humoristique aussi qui est fort chez Marie-Victorin. Dans au moins 2 de ses lettres où il décrit les choses, il dit « Vous voyez, le diable n'a rien à voir là-dedans. » Parce qu'il dit « Vous n'avez pas à vous sentir... mal, vous n'avez pas à vous sentir, comment dirais-je, à vous sentir coupable lorsque
vous avez une envie sexuelle. Il dit, c'est lié à vos hormones. Il dit, lorsque vous arrivez près de l'ovulation, vous avez une attirance sexuelle. Il dit, c'est pas le diable, c'est pas le démon. Pourquoi il dit ça? Parce qu'à l'époque, les femmes célibataires qui pouvaient avoir envie sexuelle se sentaient coupables de dire, tu sais, je suis pas bonne, j'ai envie du sexe alors que je suis pas mariée et j'ai pas le droit. Donc lui, il disait, non, il dit, c'est hormonal. Il dit, accusez pas le diable. Il dit, c'est normal. Donc, il ramenait ça à la normalité et il disait bien qu'effectivement, l'Église va devoir s'adapter et c'est scandaleux. Et même dans son journal qui porte sur sa vie entre 1903 et 1920, il dit, c'est incroyable comment les jeunes garçons sont ignorants. Et donc, d'où le fait que lui dit, j'ai des audaces que mes supérieurs n'accepteraient pas. Il dit, il faut les former parce que ça n'a aucun bon sens pour qu'ils deviennent des adultes, justement, raisonnables et qui, comme il dit, qui savent quoi faire avec ces organes procréateurs, comme il les appelle. Vous est-il arrivé quand même, malgré tout ce que vous venez de dire, vous est-il quand même arrivé, lors de la lecture des lettres biologiques, des lettres de la correspondance, vous est-il arrivé de sentir une espèce de malaise par rapport à cette conversation qu'il avait avec Marcel Gauvreau? Je m'explique ici. Ce malaise aurait pu, par contre, par exemple, être tiré du fait que le frère Marie-Victorin est quand même frère, homme, frère, supérieur, parce qu'elle était son étudiante, elle est devenue son associée. Il lui prône dès le début, il lui demande clairement de décrire ses réactions anatomiques et physiologiques. Est-ce que pour vous, il y a un côté malsain à la relation au début, disons, étant donné qu'ils étaient peut-être pas tout à fait sur le même piédestal? Bon. Ma réponse à moi, quand je lis, la réponse est non. Et la raison pour laquelle la réponse est non, c'est que Marie-Victorin, dans plusieurs lettres, il dit toujours, regardez, là, on s'entend bien que si ce que je vous demande, ça ne fait pas votre affaire, c'est correct. Donc, il a attendu, c'est pas en 1933 qu'il demande ça, hein, c'est difficile à localiser, mais c'est peut-être vers 35 ou plutôt 36, parce que c'est là qu'on dit, OK, je vais t'envoyer par exemple, il lui envoie une copie des 1001 nuits. Il dit, lisez les 1001 nuits et dites-moi, et donc elle a des longues pages de description des 1001 nuits. Donc, je pense que c'est lorsqu'il s'aperçoit qu'ils ont une relation unique, et donc il dit, nous, on est pareil. On est célibataires, on vit notre vie à des projets scientifiques et à Dieu. Donc, il y a des choses qu'on peut se dire entre nous. Et donc, et par exemple, il y a un bout très tard où elle dit dans une lettre, je pense que c'est 39, mais je me souviens plus, lui, il dit, ah oui, vous m'aviez dit que vous voudriez voir du sperme au microscope. Il dit, OK, mais il dit, est-ce que vous êtes prêt à faire les étapes nécessaire à ce qu'on puisse regarder du sperme au microscope? Donc, voyez-vous, il avance et dit, soyez franche sur cette question-là. Parce qu'il dit, bien, si tu veux du sperme au microscope, il va falloir qu'on fasse un certain nombre d'opérations. Ça ne s'achète pas à l'épicerie. Ça ne s'achète pas à l'épicerie. Et donc, voyez-vous, moi, je pense qu'il fait très attention à elle, mais comme il sait que cette relation-là, il y croit, parce qu'il voit très bien qu'elle est en amour total. Là où c'est intéressant, c'est que si on est historien, c'est la perception que la fille a. Parce qu'aujourd'hui, là, je fais une petite parenthèse, aujourd'hui encore en 2018, on a tendance chez certains moralistes laïcs à projeter dans le passé des choses qui n'existaient pas. Je fais toujours la blague en disant Aristote, le plus grand philosophe, parlait des esclaves. Hein? Aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'esclaves. C'est un scandale, les esclaves. Mais l'esclavagisme, ça n'existe plus depuis, en gros, la fin des années 1860-70 à cause de la guerre de sécession aux États-Unis. Mais il y avait eu des esclaves des milliers d'années. Donc, l'historien, il n'est pas là pour faire de la morale. Il est là pour comprendre ce qui se passe. Donc, Marcel Gauvreau dit quoi? Elle dit, sans Marie-Victorin, moi, qu'est-ce que j'aurais été? J'aurais été une petite secrétaire de seconde main dans un petit coin perdu. Avec Marie-Victorin, il lui a dit, tu vas faire ta maîtrise, tu vas faire ton doctorat. Bien sûr, elle n'a pas fait son doctorat parce que Marie-Victorin est mort en 1944. Mais je pense qu'elle l'aurait fait après. Donc, Marie-Victorin lui dictait quoi faire, mais elle voyait son intérêt à le faire. L'école de l'éveil, c'est elle
qui s'en occupe. Mais lui, il dit, ouais, non, c'est un bon projet, ça. Fait comme elle a l'encouragement de Marie-Victorin, qui pour elle est dû incarner, elle dit, OK, donc on peut le voir sous la forme de la domination. Ça, c'est une certaine forme d'interprétation qui développe surtout à partir des années 80, mais qui, à mon avis, est anachronique. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les rapports de domination ne sont pas les mêmes des années 30. Les femmes n'ont pas encore le droit de vote. D'ailleurs, le frère Marie-Victorin était pour le droit de vote. Dans sa correspondance avec sa sœur, il fait des blagues sur ça. Il dit, l'archevêché s'oppose au droit de vote des femmes. Il dit, il va perdre. Il dit, voyons donc, c'est ridicule. Okay? Il dit, ça ne sert à rien de se battre contre ça. Voyons donc si les femmes n'ont pas plus de jugement que les hommes. Donc, il est conscient de ça. Okay? Et là où il défend une forme d'égalité, c'est qu'il y a une lettre, je ne sais plus si c'est dans les lettres biologiques ou dans sa correspondance générale, il l'encourage à faire un livre qui paraît, je pense, sur les plantes familières du Québec, j'ai oublié le titre exact, et donc il dit, envoie-moi le contrat de l'éditeur. Il regarde le contrat, il dit, tu signes pas ça, t'attends que je revienne, parce qu'il te donne 3%, il dit, c'est pas acceptable, un livre, c'est 10%, puis ça va être 10. Il dit, je m'en occupe, tu signes pas ça. Donc, il s'occupait d'elle très, très, bien sûr, parce qu'il l'aimait, mais donc, elle en a tiré profit, et je pense qu'elle était assez consciente, quand on lit ses lettres, que si elle ne voulait pas, elle aurait dit non. Donc, il ne faut pas infantiliser, surtout qu'il faut rappeler qu'elle n'est pas mineure, Marcel Gauvreau. Hein? Elle a 25 ans, et donc, ce n'est pas un enfant de 15 ans. Donc, je pense que leur relation, elle est unique, elle est spéciale, mais elle ne correspond pas du tout, ce serait anachronique de dire Marie-Victorin la dominait. Si elle considère qu'au contraire, elle avait une relation qu'elle aimait, qui sommes-nous pour aller dire à Marcel Gauvreau, pauvre petite, tu étais dominée, tu ne le savais pas. Donc, c'est un problème de certaines analyses de nos jours qui transposent dans le passé de façon anachronique des pratiques qui se développent avec le temps. Le vote des femmes au Québec date de 1940, au Canada 1918, et rappelez-vous qu'en France, c'est 1944. Donc, même au Québec, les femmes ont voté avant la France. Donc, l'égalité des femmes, c'est un processus sur des siècles. On en a parlé quand vous êtes arrivé. Marie-Victorin, c'était un évolutionniste, finalement. Oui, ce qui est intéressant dans le livre que j'ai découvert en lisant, c'est qu'il y a 2 endroits où même il accepte l'évolution de l'homme. Parce que dès le début des années 20, Marie-Victorin accepte la théorie de l'évolution. Or, l'Église catholique n'accepte pas la théorie de l'évolution. Elle n'aime pas beaucoup ça. Et même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle en 1925 le procès du singe, qu'on interdit l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles. Donc, il y a un professeur qui est condamné parce qu'en école secondaire, il enseigne la théorie de l'évolution. Et à cette époque-là, donc dans Sciences, Culture et Nation, Marie-Victorin fait un texte dans Le Devoir, en 1926, dans lequel il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là où des fermiers du Tennessee décident à la majorité des voix de l'origine des espèces. C'est une très belle phrase. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Il dit, l'origine des espèces, ce n'est pas un vote par des fermiers du Tennessee. C'est la science qui détermine ça, et la théorie de l'évolution doit être acceptée, point barre. Il ne parle jamais de l'évolution de l'homme dans ses textes. Mais Marie-Victorin accepte l'évolution de l'homme. Et il y a même une phrase qui m'a frappé dans une des lettres, quand il parle de la sexualité. Je ne sais plus à quelle page, oui, c'est ici, je crois, il dit que l'hymen... Oui, je l'ai ici. Hein, la véritable explication est peut-être que l'hymen est une structure vestigiale qui ne possède plus aucune fonction propre comme l'appendice. C'est ça. Donc, pour que cette phrase-là ait un sens, il faut qu'il accepte l'évolution de l'être humain, ce que l'Église n'a jamais accepté. Sauf, rappelez-vous que c'est en 1992 ou 96, je pense que c'est 92, que le pape Jean-Paul II dit la phrase qui a excité plein de catholiques en disant quel progressisme, alors que c'est une absurdité totale. Il a dit la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse. C'est ça la phrase exacte du pape. C'est plus qu'une hypothèse. C'est 1859, on est en 1992, ça fait 150 ans. Voyons donc. Il découvre que la théorie de l'évolution, c'est plus qu'une hypothèse en 1992. Donc, c'est 150 ans encore. Alors que Marie-Victorin dit, mais non, théorie d'évolution. D'ailleurs, une parenthèse sur l'aspect scientifique de la théorie d'évolution. La prix Nobel de médecine cette année, qui est une femme, gagne le prix Nobel de médecine parce qu'elle a appliqué la théorie de l'évolution
à l'évolution des enzymes pour produire des nouveaux médicaments. Donc, la théorie de l'évolution, ce n'est pas juste une théorie. Ça a permis des découvertes nouvelles qui ont été couronnées cette année, donc là, une semaine, par le prix Nobel. Donc lui, il est complètement en avant. Il y a une autre phrase aussi qui suppose dans ça l'évolution de l'homme, mais je ne m'en souviens pas par cœur. Mais il a écrit la très belle citation qui est dans votre autre livre qui dit « Il faut laisser la science et la religion s'en aller par des chemins parallèles vers leur but propre. » Oui, ça, c'est très important. Pour lui, il n'y a pas de concordisme. Le concordisme, c'est l'idée qu'on trouve beaucoup encore chez certains fondamentalistes religieux. Et quand je dis fondamentalistes religieux, c'est dans toutes les religions du livre. Donc la Torah, la Bible, le Coran. Ces trois livres-là donnent lieu à des lectures fondamentalistes. Et Marie-Victorin dit le concordisme, l'idée qu'il faut que la science concorde avec les écrits. Il dit c'est négatif. Et puis lui qui est croyant, il dit bien sûr, la Bible, ça n'a rien à voir avec la science. La Bible, ça nous aide. D'ailleurs, c'était la phrase de Galilée en 1615, une très belle phrase qu'il avait empruntée d'ailleurs à un prêtre de ses amis. Il disait, la Bible nous enseigne comment aller au ciel, non pas comment va le ciel. Comment va le ciel, ça c'est l'astronomie. On dit comment ça marche, comment va le ciel. Bien, il marche de même. Comment on va au ciel, c'est la Bible. Fait que la phrase de Marie-Victorin de Galilée était géniale. La Bible nous enseigne comment aller au ciel et non pas comment va le ciel. On dit qu'il n'y a pas de lien entre la science et la religion. Et c'est le texte que je cite souvent de Marie-Victorin, parce que je dis, si un grand croyant comme Marie-Victorin, qui est un grand biologiste, mais qui connaît très bien la religion parce qu'il prie à chaque jour, sait très bien qu'il n'y a pas de lien entre la science et la religion et qu'il faut les laisser aller en parallèle. Comme il dit, prier à l'Église et travailler dans son labo, ces choses-là ne se rencontrent pas. Et pour terminer, vous dites que Marie-Victorin était un avant-gardiste, un précurseur de la Révolution tranquille. Ça serait le fun de vous entendre oui, là-dessus. c'est que ça, c'est une phrase d'un de ses étudiants, Jacques Rousseau, qui lui-même est un grand ethno-botaniste, d'ailleurs, qui a développé le Centre d'études nordiques à l'Université Laval, qui est son étudiant, qui a écrit début des années 70 ou fin des années 60. Vous savez qu'au Québec, la Révolution tranquille arrive en 1960, ça développe énormément le Québec en 10 ans. Et Jacques Rousseau a une très belle phrase que je répète souvent qui dit « En 1930, on semait, en 1960, on récoltait. » Donc, c'est effectivement l'équipe de Marie-Victorin. Jacques Rousseau est un secret, mais on oublie qu'un autre grand savant du Québec, c'est Pierre Dansereau, qui est un étudiant de Marie-Victorin aussi, et que c'est Marie-Victorin qui le convainc, au fond, de devenir agronome, d'aller étudier en France, de revenir, et il va faire une grande carrière c'est un des pionniers de l'écologie aussi, ce qu'on appelle la biogéographie, qu'on retrouve aussi chez Marie-Victorin. Donc, il développe l'écologie humaine, donc l'intégration de l'humain dans l'écologie, non pas juste l'écologie habituelle avec les plantes puis les ours, mais il inclut l'humain. Donc, c'est clair que la génération de Marie-Victorin des années 30, c'est elle qui a joué un rôle très important dans la modernisation du Québec. C'est pour ça que je dis que c'est un plus grand intellectuel que Lionel Groulx. Merci. Puis je vais souligner aussi que le Collège de Longueuil est sur le chemin Chambly à côté d'ici et que de l'autre côté, on a l'école Jacques Rousseau, l'école secondaire Jacques Rousseau. Donc, alors, on va passer à la période de questions. Il y a 2 micros d'installer dans la salle. On va vous demander de vous lever pour aller poser vos questions afin que tout le monde puisse les entendre. Je suis sûre que vous avez des choses à demander, là. Cette lecture-là est très intéressante. Le plus difficile dans ça, c'est le sociologue qui parle, l'ethnographe, c'est toujours de briser la glace. C'est toujours frappant que la personne qui a le courage de poser la première question, après, il y en a toujours 7 ou 8. C'est toujours là. Donc, le prix devrait aller à ceux qui brisent la glace. Au lieu de tirer au hasard. Oui. Ah, on a un volontaire. Et ça, c'est vrai, même chez les profs. Moi, je fais des conférences à des profs, puis les profs sont pareils. Ils se comportent comme des étudiants, sont gênés. Allez-y. Savais-tu, comme des lettres ou des personnes qui vous ont envoyé des propos menaçants venant de l'Église après avoir publié le livre?
Bonne question. Au contraire, j'ai eu énormément de belles lettres, y compris d'une dame de moins de 75 ans qui habite, je pense, à Rimouski, qui a dit qu'elle a découvert des choses extraordinaires. Un médecin aussi qui habite je ne sais pas trop où. Il y a même un ancien frère des écoles chrétiennes des États-Unis je dis ancien parce que je n'ai pas trop compris s'il l'était encore, qui m'a écrit des États-Unis pour dire que c'est une découverte extraordinaire, la pensée de Marie-Victorin, que c'est d'avant-garde, que c'est actuel. Non, j'ai eu plein de courriels positifs, ce qui m'a fait plaisir parce que j'avoue, très franchement, que quand j'ai préparé ça, là, avec derrière moi le scandale du cinéaste Jutras, j'avais peur que ça dérape, mais je vous dis bien franchement que j'étais préparé. Quelqu'un qui aurait voulu faire les conneries qui ont fait Jutras, disons que je me défends peut-être un peu mieux et de façon un peu plus précise et articulée de dire sachons lire ce livre-là. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens ont su le lire correctement. Merci. Un autre volontaire? Petite question par rapport à Marie-Victorin. Lorsque vous nous avez expliqué de la manière qui fonctionnait, j'ai l'impression que Marie-Victorin est un homme plus de logique et de raison que d'émotion. De la manière qu'il décrit chaque chose, il voit tout d'un aspect vraiment, l'aspect physique, tout en oubliant les côtés émotionnels. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Bien, disons que dans cette correspondance-là, c'est sûr que c'est cet aspect-là qui prédomine. Mais Marie-Victorin, c'est aussi un humaniste. Donc, son côté frère des écoles chrétiennes fait qu'il essaie d'aider les gens et donc il leur écrit souvent. Mais c'est plutôt l'attitude de quelqu'un qui est un conseiller moral. Hein? Donc, comme frère des écoles chrétiennes, donc, par exemple, quand il lui écrit, c'est pour cette raison qu'on peut lire aujourd'hui. Si on met des lunettes de 2018, on dit, mais c'est paternaliste, Marie-Victorin. Ben oui, c'est paternaliste. On est en 1938. On est dans une société... D'ailleurs, il y a une de ses lettres, il dit, vous et moi avons été élevés par des vieilles familles patriarcales catholiques. Il en est conscient de ça. Mais dans ces années-là, c'est le prêtre qui vient à la maison et qui vous dit les choses. Donc, c'est un monde patriarcal. Il ne sort pas de la planète Mars, Marie-Victorin. Être en avance sur son temps, ça ne veut pas dire ne pas être de sa société. Okay? Donc, c'est un prêtre, c'est-à-dire c'est un frère qui est habitué de donner des conseils. On vient le voir pour lui demander des conseils. Il donne des conseils. Par exemple, il y a sa nièce qui s'en va en France. Ça, c'est dans les lettres qui est paru avec sa sœur en 1937. Il y a une jeune nièce, il lui écrit une lettre, il dit, écoute, tu t'en vas en France, il dit, là, je vais t'avertir. Tu vas voir des choses là-bas que tu n'es pas habitué de voir ici. Il y a des bordels, il y a toutes sortes de choses. Donc, il dit, avant de partir en France, assure-toi que ton éducation sexuelle est bien faite, parce qu'ici, là, ce que tu as appris à l'école, ça te prépare mal à découvrir la réalité. Donc, il y avait toujours cette attitude de père paternel, moraliste. Donc, mais c'est quelqu'un qui est sensible, je pense, mais c'est difficile à voir dans la correspondance, mais tous ceux qui ont connu Marie-Victorin s'ennuyaient de lui. Par exemple, dans les années 30, quand il est à Cuba, Marcel Gauvreau lui écrit, elle dit, les gens s'ennuient ici, Pierre Dansereau a hâte que vous reveniez, parce qu'il veut vous parler. Donc, c'est quelqu'un qui était très aimé, le frère Marie-Victorin. Merci beaucoup. Un autre volontaire? Il s'approche. Bonjour. Alors, puisque vous y avez fait référence, j'aimerais comprendre le lien qui peut être établi, en fait, entre la peur que vous aviez qu'on établisse un lien entre l'affaire Claude Jutras et la relation que Marie-Victorin entraînait avec Marcel Gauvreau. Je crois qu'il y a une dimension vraiment différente par rapport à ces deux situations, on va dire. Ouais. Puis, en fait, j'ai de la difficulté à établir le lien que des gens pourraient faire entre ces deux choses-là. Vous avez raison, parce que j'en ai pas parlé. Mais dans ça, Marie-Victorin, pour des raisons de santé, à partir de 1938, il va passer chaque hiver à Cuba. Donc, de février jusqu'à mai, il est à Cuba. Il travaille avec le frère Léon. Et quand on dit Marie-Victorin, c'est un des grands
botaniste du Québec avec la flore laurentienne. Il ne faut pas oublier que c'est un des grands botanistes de Cuba. Dans les années 40-42, il obtient du président de Cuba, Batista, c'est ma vraie bonne, une nomination comme, comment il l'appelle, comme ordre national de Cuba, parce qu'il a édité 3 gros livres qui s'appellent Itinéraire botanique dans l'île de Cuba. Et donc, aujourd'hui encore, les botanistes de Cuba considèrent que Marie-Victorin a fait une œuvre sur les plantes de Cuba qui est très, très importante, sur la biogéographie, sur l'écologie. Et donc, comme il est à Cuba et qu'il s'intéresse à la sexualité humaine, dans la correspondance avec Marcel Gauvreau, il dit, écoutez, il dit, à Cuba, la prostitution est légale. Il dit, d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que c'est contrôlé par l'État. Et donc, ça assure la propreté des choses. Ça, c'est intéressant parce que déjà, c'est très avant-garde de penser que ça devrait être légal. Ça ne l'est pas ici encore. Ça l'est aux Pays-Bas depuis longtemps. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence à écrire à Marcel Gauvreau les expériences qu'il fait avec des prostituées de Cuba. OK? Et donc, là, il y en a, là, je me suis dit, il y en a qui vont trouver ça assez olé-olé. Parce qu'il va y avoir des prostituées qui deviennent d'ailleurs ses amis. Et il fait des expériences avec... Il les paye. Mais il dit, OK, dis-moi, au fond... Mais il leur dit pas que lui, c'est un frère des écoles chrétiennes. Hein, il est habillé en civil. Et il dit, non, il dit, moi, au fond, je veux faire des expériences sur la psychologie humaine. Donc, il dit, OK, je vous paye, mais... Donc, il titille le clitoris et il regarde le comportement lorsqu'elle jouit. Et il écrit tout ça en détail et il envoie ça à l'autre. Donc, bien sûr, première réaction, toujours, « Ah, c'est un voyeur! » OK? Mais la réponse à ça, c'est dangereux, c'est de dire, si tu t'intéresses à la science, puis que aussitôt que ça parle de sexe, c'est du voyeurisme, il faut dire que tous les gynécologues sont des voyeurs. Voyez-vous? Donc, je ne dis pas, il dit qu'il faut faire attention à ça. Donc, je me disais, et comme les prostituées de Cuba, il y en a qui avaient, c'est l'âge légal, c'est 14 ans, et qu'il y en a qui avaient 15 ans, bien, quelqu'un d'aujourd'hui qui dit, bien, il est avec une prostituée à Cuba de 15 ans, c'est un scandale. OK? Mais ce n'est pas un scandale. La loi de l'époque, c'est la loi de l'époque, ce n'est pas la loi d'aujourd'hui. Donc, j'avais peur que les gens lisent de façon anachronique cette affaire-là et fassent de lui un pédophile dans le contexte de l'affaire. Bon, j'ai peut-être eu peur pour rien, mais lorsqu'on s'excite, des fois, les gens se mettent à délirer. Là. On voit ça souvent dans les sociétés. Au 17e siècle, c'était les sorcières de Salem. Aujourd'hui, c'est autre chose. Okay? Donc, j'ai peut-être eu tort, mais j'ai eu assez peur que ça dérape. Parce que les gens ne lisent pas dans le contexte et s'excitent immédiatement. On a vu ça dans les journaux, par exemple, lorsque le gouvernement du Québec, sous Bouchard, avait condamné un député du Québec en disant qu'il était antisémite, alors que ses interventions, c'est pas ça que ça voulait dire, mais ça avait été lancé par un petit groupe d'excités, et le gouvernement avait dit, il l'avait condamné. Donc, il y a eu dans l'histoire récente du Québec des comportements irrationnels. Au lieu de dire, prenons le temps d'analyser les choses selon les lois. Il s'est développé des lois depuis l'Antiquité, bien, il faut appliquer les lois. Donc, c'était dans ce contexte-là un peu que j'ai eu peur. Puis effectivement, il faut toujours faire attention de remettre dans le contexte. C'était un homme, c'était un produit de son époque. Marie-Victorin, il y avait des positions, par exemple, sur l'homosexualité qui reflétaient ce qu'on pensait à l'époque. Il faut le lire, donc il faut le lire avec ce regard-là. Il ne faut pas aller dire il était contre les gays. Il faut comprendre comment ça fonctionnait à l'époque. Et il faut lire attentivement, parce que le bout qui est intéressant dans ça, il y en a très, très peu. Il y a une lettre où il en parle. Il dit c'est incompréhensible. Il dit, j'ai un ami. Il dit, il faut l'aider. Il dit, c'est difficile pour lui, parce que comme c'est un frère, je devine que son ami, c'est un frère des écoles chrétiennes. Et donc, probablement, comme frère des écoles chrétiennes, il s'occupe des jeunes de 12 à 15 ans. Donc, il dit, il faut l'encourager, c'est difficile pour lui. Donc, c'est pas quelqu'un qui les condamne. C'est quelqu'un qui dit, il faut les comprendre, mais il dit, on comprend pas ça. Parce que pour lui, c'est pas naturel. Ça, c'est clair. Il peut pas accepter ça comme naturel. Mais c'est pas un scandale. Il est pas homophobe. C'est absurde.
Au contraire, il dit, je comprends pas trop, là, mais il dit, il faut les aider, ces gens-là. Il dit, c'est difficile pour eux, ils souffrent, etc. Donc, c'est le bout. Alors que ça, c'est pareil. Des lectures anachroniques disent, « Hey, Marie Victorin était homophobe. » Le mot n'existait pas, d'ailleurs. Hein? Et surtout, ce qui est écrit là, quand on le lit, c'est pas ça qu'il dit. Et il dit pas qu'il faut les condamner, il dit pas ça, il dit qu'il faut les comprendre, c'est difficile. Il dit c'est difficile à comprendre parce qu'effectivement, c'est pas naturel. Et cette idée-là, c'est récent. Hein? Rappelez-vous, pendant longtemps, dans les livres de psychiatrie, hein, l'homosexualité, c'est une maladie. Jusqu'à tard. Je ne peux pas vous dire dans quelle année, mais c'est très récent. Ça date peut-être même pas plus que 20 ans, des années 70. Interdit dans plusieurs pays. Oui, dans plusieurs pays, y compris l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, parce que l'Union soviétique n'existe plus. Officiellement. La Est-ce Russie. que quelqu'un d'autre aurait une autre question? Est-ce que vous croyez que Marcel Gauvreau mériterait une plus grande reconnaissance de son apport scientifique au Québec? Parce que moi, c'est récent là, que j'ai appris la connaissance de cette femme-là, mais est-ce que vous croyez qu'elle mérite une plus grande place, une plus grande reconnaissance? Oui, c'est intéressant parce qu'un de mes amis, qui est Gilles Janson, a fait, là, une quinzaine d'années, une petite biographie de Marcel Gauvreau qui est parue par la Société historique du Marigot. Et suite à la parution des lettres biologiques, ce petit livre-là qui était un peu épuisé, a été réédité. Et justement, moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est que j'ai tenté de convaincre la succession de la famille Gauvreau de dire, vous devriez me laisser publier les lettres de Marcel Gauvreau. C'est des belles lettres. C'est des lettres qui montrent sa capacité de réfléchir sur elle-même. Donc, ce qu'on appelle en sociologie la réflexivité. Parce qu'on peut être dans l'action, on peut vivre les choses. Puis la réflexivité, c'est de dire, qu'est-ce que je viens de faire là? Ah, comment mon corps réagit? C'est un travail, ça s'apprend. Et ce qui est bon, moi, je suis plutôt du point de vue de la sociologie puis de l'observation, un peu comme Marie Victorin, et non pas de la morale ou de la moraline qu'on pose dans les doses d'eau des jeunes d'aujourd'hui. C'est effectivement de dire, OK, Marie Victorin, c'est vrai, je ne m'occupais pas de ça. Par exemple, une des lettres a dit, hey, je m'aperçois que mon tempo, mon rythme biologique est très précis. Avant, elle ne s'occupait pas de son rythme. Lorsqu'elle avait ses règles, puis bon, elle s'occupait de ça, mais elle n'observait pas ça. Donc, la réflexivité, c'est la capacité de s'observer. Donc, elle était très forte de décrire tout ça de façon, comme Marie Victorin, scientifique. Donc, moi, je pense, mais je n'ai pas réussi à convaincre la succession de dire, parce qu'il y avait peur que ça ternisse l'image. J'ai dit, c'est le contraire. Ça rehausse l'image. C'est la première scientifique du Québec. Elle a fait sa maîtrise en biologie avec Marie Victorin et son équipe. Et donc, mais bon, que voulez-vous, elle est décédée en 68, donc c'est encore des lettres privées. Et ça prend la permission pour les éditer. Donc peut-être qu'un jour, il changera d'avis et on aura ce que j'appelle les réponses aux lettres biologiques et qui vont montrer la force de caractère de Marcel Gauvreau. Oui, je me permettrai de dire, je suis Louise Levac, je suis de la Société historique et culturelle du Marigot. On s'en est parlé tout à l'heure. Sachez que nous, on a fait, des fois, on a des petits contrats en toponymie et nous avons suggéré, et ça a été accepté, que l'école du secteur C de Brossard, dans la commission scolaire Marie-Victorin, soit nommée Marcel Gauvreau. Alors, c'est le nouveau nom d'une école de Brossard et c'est une suggestion de la Société historique et culturelle du Marigot parce qu'il faut faire connaître cette femme exceptionnelle. J'avais suggéré Marcel Gauvreau ou École de l'éveil ou en fait tout ce qui tournait autour de ce personnage formidable, cette femme associée bien sûr à Marie Victorin, mais qui en soi aussi a eu une œuvre extraordinaire. L'École de l'éveil, c'est formidable en soi. Vous pourriez peut-être parler davantage encore de l'École de l'éveil rapidement, mais je voudrais aussi vous poser une question par rapport à Marie Victorin. Votre lutte, en fait, votre cri du cœur par rapport au fait que c'est le plus grand intellectuel du Québec, que je partage, en tout cas plus que Lionel Groulx, très, très nettement. Est-ce que ça a créé du remous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi à ça, à cette affirmation? Est-ce que c'est lancé dans le débat public? Non, je pense que depuis les travaux Sciences, Culture et Nation qui reprend les textes, je pense que c'est de plus en plus admis.
Le problème est à un autre niveau, du moins si on parle des historiens, parce que je suis prof dans un département d'histoire, c'est que les historiens au Québec font très peu d'histoire intellectuelle. Ils font l'histoire politique, l'histoire culturelle, l'histoire sociale. C'est correct, j'ai rien contre l'histoire sociale. Je vous dis qu'il y a aussi l'histoire intellectuelle. Ça, il y a très peu d'histoire intellectuelle du Québec. Or, si on ne fait pas l'histoire intellectuelle du Québec, on ne verra pas que dans le débat d'idées des années 20, celui qui crie, même en termes statistiques, le plus fort d'un journaux, c'est pas Lionel Groulx, c'est Marie-Victorin. Et non seulement ça, j'ai un texte qui n'est pas écrit, mais j'ai présenté souvent, lorsqu'on compare le discours de Groulx avec Marie-Victorin à travers celui de Dansereau, on s'aperçoit que Groulx s'oppose à Marie-Victorin, explicitement dans les lettres, sans le nommer, parce que Marie-Victorin modernise l'Université de Montréal dans les années 30 et 40, il réforme les diplômes, il dit on n'est pas des Français ici, là. Ça ne sert à rien de voir des ententes avec Paris, on est en Amérique du Nord. Donc il faut que la bibliographie soit anglaise, il faut que nos diplômes s'appellent BSC, comme ils s'appellent aujourd'hui, et que c'est la gang de Marie-Vic qui a changé ça à l'Université de Montréal en 1940. Et Lionel Groulx écrit à Pierre Dansereau en disant « Ah, ben là, il ne faut pas américaniser l'université. » Puis il dit mieux que ça, il dit « Mais c'est beau, là, mais l'université n'est pas là pour former des savants. Elle est là pour former des patriotes. » Donc, il oppose les deux, alors que Marie-Victorin dit exactement le contraire. Ben non, savant et patriote, ça va ensemble. Marie-Victorin, c'est un patriote, nationaliste, canadien-français, mais qui dit notre avenir, c'est vers l'avenir et pas vers le passé. Donc, mais c'est admis de plus en plus, mais comme il y a peu qui font l'histoire des idées, mais j'ai vu aucun texte qui essayait de... On peut tenter de le faire, hein, les débats universitaires sont normaux, mais je n'ai pas vu de texte qui pourrait démontrer la fausseté de ma thèse. Et sur Marigot, c'est très intéressant, effectivement. L'école de l'éveil, c'est 1935, mais ça continue jusqu'en 1968. La seule chose qui est négative, c'est que comme c'est l'idée d'une seule femme, ça disparaît l'école de l'éveil avec elle. C'est une école privée. Hein, faut qu'on rappelle ça, c'est une école privée, au fond, pour des gens qui ont les moyens d'amener leur enfant de 5 ans découvrir la nature. Donc, effectivement, c'est une femme importante. Je dirais en terminant, mais on ne le reprendra pas dans ça, c'est que ce que vous venez de dire est important. Je vous suggérerais d'ailleurs de contacter André Gauvreau, parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai essayé de lui faire comprendre que éditer les lettres de sa tante ne fait que rehausser, et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais je ne l'ai pas contacté depuis, que depuis l'apparition du livre, j'ai eu raison. Ça a fait découvrir pas juste Marie-Victorin, ça a fait découvrir Marcel Gauvreau. Et si vous avez réussi à ce que la toponymie en tenir compte, contactez M. Gauvreau en disant « Parce qu'on a les lettres biologiques, on a redécouvert Marcel Gauvreau et on voudrait bien lire ses réponses aux lettres biologiques. » Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Latreille. Bonjour, Martin Latreille, en anthropologie. Moi, j'aimerais que vous éclaircissiez le point sur le lien qui fait en fait entre mixité sexuelle et santé mentale. Parce que, bon, ayant vécu moi-même dans le monde arabe, dans certaines régions du monde où on pratique la ségrégation sexuelle, on justifie ça justement par les pulsions naturelles chez l'homme et la femme, là, que s'ils sont mis côte à côte, ben c'est le chaos, ils forniquent, c'est sûr. Et puis lui, il dit l'inverse. Puis surtout venant de quelqu'un qui a, qui a fait un vœu de célibat. Bon, qui a été à chasteté Cuba aussi. De chasteté, oui. Qui a été à Cuba pour un peu, disons, assouvir ses pulsions. Mais est-ce que il a fait ce vœu-là, puis il a toujours gardé sa santé mentale? Enfin, bon, bref. Oui, mais bien sûr, il faut comprendre une chose, là, c'est que la position de Marie-Victorin des années 30 n'a pas à être la science d'aujourd'hui. On se comprend bien. Hein? Je vous dis pas que Marie-Victorin a raison. Je vous décris quelle est sa conception de l'être humain. Et sa conception de l'être humain, c'est une conception où les hormones sont importantes. Mais pour lui, on a le contrôle de ça par l'éducation. OK? Et donc, quand vous dites, lui, il est célibataire, mais il est resté en santé mentale, bien, il répond à ça. C'est la phrase qu'il écrit. Il dit, oui, mais parce que j'étais dans un milieu mixte. C'est ça qu'il croit. Qu'il a raison ou non, là, on s'en fout. Okay? Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que dans sa conception, il dit même, vous, si vous êtes heureuse, alors que vous êtes célibataire,
puis que vous ne pouvez pas justement assouvir ça. Vous parlez on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le terme clé chez Marie-Victorin, c'est le terme de sublimation. Hein? Il y a lu Freud, et il dit, nous, au fond, on doit sublimer la libido dans ce qu'on appelle, nous, les sociologues, la libido siendi, hein, qui est le terme d'ailleurs de Saint-Augustin, hein, qui distingue la liberto sentiendi, donc l'appel des sens, avec la libido siendi, c'est-à-dire l'investissement dans la science. Et Marie-Victorin, ce qu'il fait, c'est de sublimer cette passion qu'il aurait pour le sexe dans une compréhension du sexe. Et il dit à Marcel Gauvreau, faites pareil, à travers l'école de l'éveil, à travers le jardin botanique, à travers votre famille. Il lui dit, c'est par ça que vous pouvez sublimer, et c'est le mot qu'il emploie, vous pouvez sublimer votre appel récurrent, parce que vous êtes célibataire pour le sexe. Donc, en un mot, sa vision, c'est, oui, il faut vivre de façon mixte, c'est meilleur pour la santé, mais si on est célibataire, on apprend à contrôler ça, mais c'est moins pire si on le contrôle dans un milieu mixte. Et que pour lui, c'est pas automatique qu'un milieu mixte mène à la fornication. Alors, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'être venu. Ah oui, le tirage, c'est vrai, le tirage. Vous attendez tous après le tirage. Merci.